Hey! Ça faisait longtemps? Attention, salut tout le monde, c'est Noacro, j'en profite juste pour dire qu'on va vite passer ce truc là, parce qu'aujourd'hui on parle d'un réalisateur qui claque sa mère, ses arrière-grands-parents et accessoirement tous ses ascendants jusqu'à Moïse, j'ai nommé... Miyazaki! Non. Enfin, si aussi, mais c'est parce que Mamoru Oshii est un réalisateur scénariste tokyoïte né en 1951 et qui commence sa carrière chez Tatsunoko Productions en tant qu'homme à tout faire, clampin, puis metteur en scène d'animation avant de suivre plusieurs collègues chez Studio Pierrot et signera plus tard ses premiers films à la réal. La Mu 1 qui décrira lui-même de brouillon et le 2, Beautiful Dreamer, dans lequel il posera juste les bases de son cinéma ainsi que ses idées en se mettant à dos Rumiko Takahashi, l'auteur du manga et tous les scénaristes. Tu m'étonnes. Et là en vrai je suis un peu emmerdé pour vous présenter le monsieur, étant donné que si vous êtes déjà ne serait-ce qu'un peu intéressé à l'animation japonaise, vous avez forcément entendu parler de ces films à un moment ou à un autre. Certains sont mondialement reconnus comme des chefs-d'œuvre, et quant à ce qu'ils ont inspiré... Voilà. Du coup ça paraît facile de se dire qu'Oshii c'est un bon réel d'anime SF qui a ça de sympa qu'il aime bien la philo de comptoir. Sauf que faire ça sera comme se proclamer conquérant de l'Antarctique parce qu'on a fait des glaces au yaourt dans son... Oublié. Cinéphile à l'extrême, auteur complètement assumé, il passe une partie de sa jeunesse dans les manifestations étudiantes et ses faits vont d'ailleurs tellement le marquer que des thèmes qui s'y rattachent le suivent encore dans ses films récents. Ça plus le fait qu'il ait l'air de volontairement se détacher des canons de narration classiques et ça fait qu'entre deux films d'animation à succès, il est capable de sortir des trucs comme L'œuf de l'ange, un bon gros parpaing de symbolique avec genre 20 lignes de répliques que lui-même plus tard trouvera prétentieux, Talking Head, une pièce hallucinément absurde et super méta avec Shigeru Chiba et Fumiko Tatsuki qui parlent de cinéma. Ou encore Avalon, un film franco-nippo-polonais qui traite de jeux vidéo en réalité virtuelle de façon ultra poussée et d'autant plus intéressante qu'il se distingue dans son traitement de pas mal d'autres récits de l'époque, même si là encore le côté gros film d'auteur peut vite rebuter. Parce qu'en plus de brasser les thématiques à en remplir des sujets de bugs de philo et ce magnifique calligramme, surtout ça. Ça revient tout le temps. Oshii, du moins au niveau de la forme, fait sans cesse des allers-retours entre l'animation et la prise de vue réelle, tentant d'apporter des effets du live dans l'animation et inversement. Et d'un autre côté, pour ses personnages, et ça je sais pas si c'est parce qu'il a commencé professionnellement dans l'animation, il a tendance à soit les déshumaniser, soit à l'inverse les rendre ultra expressifs, limite hystériques. Et pour insérer un avis purement personnel, je pense que son succès dans l'animation et non dans le live, à part le fait qu'il s'est bien s'y entourer pour des projets plus ambitieux, est en partie dû au fait que ce côté poupée parlante est beaucoup moins rebutant instinctivement quand c'est fait en animation. Ou bien c'est juste parce que c'est beau. Sûrement. Bref, Oshii, on aime ou on déteste, mais ça reste pas moins un des réels d'animation les plus importants de ces dernières décennies, et ses films laissent rarement indifférent tant il y a décortiqué au niveau de l'œuvre, mais aussi au niveau du bonhomme. Et vu le côté introspectif de l'œuvre en question, c'est même parfois primordial si vous voulez pas juste vous retrouver à manger votre cerveau à la petite cuillère en contemplant ce qui s'apparentera tout au mieux à un monstrueux échec narratif présenté de la manière la plus anti-dramatique possible. Du coup, l'animé d'aujourd'hui... Hein? Ah non, franchement, c'est cool. Eh putain, attendez, je vais même pas commencer. Et salut tout le monde, aujourd'hui dans la NH Chronique, un animé de drame policier, on parle de Jinro. Ah, et c'est pas un film d'Oshii. Donc, Jinro, la Brigade des Loups, est un film d'animation sorti le 17 novembre 1999 en France et le 3 juin 2000 au Japon. Et... Non, rien, c'est marrant. Le film est réalisé par... Ah si, pardon, il y a une couille. En réalité, le film était terminé fin 98, mais à ce stade, les producteurs n'avaient toujours pas de date de sortie prévue au Japon. La raison donnée étant que la bande-son avait été encodée en TTS et que très peu de salles avaient l'équipement approprié pour passer le film dans des conditions optimales. Allez, si vous aussi vous trouvez que ça sent vachement le bullshit, envoyez C'est mon chien qui l'a mangé au 3636 et recevez la deuxième raison qui, elle, n'a rien à voir, ne sort pas de la spéculation et pour laquelle je vais devoir digresser bien méchamment. Ok. Sérieux, je peux? T'as une minute avant que je me casse. La saga Kerberos c'est une licence créée par Mamoru, non t'inquiète j'allais pas faire un hors-sujet aussi énorme avec le monsieur possède bouteille Oshii, et qui à la sortie de Jinro comptait 2 films en prise de vue réelle, Les Lunettes Rouges et Stray Dogs réalisés par son auteur, plus un manga one-shot, Kenro Densetsu, qui l'a scénarisé, dont Jinro est officiellement l'adaptation et que je vous conseille vivement. Ça fait un super dessous de plat. L'univers de la saga est une uchronie, c'est une fanfiction de l'histoire avec un grand H? Non, c'est une excuse pour avoir des juggernauts nazis. Où l'Allemagne est sortie vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'a pas empêché le Japon de prendre très cher, et le pays après l'occupation se retrouve dans une énorme crise sociale, crise tellement violente qu'ils sont obligés de fonder en parallèle de la police conventionnelle une police d'intervention, locale. Pardon, la POSEM pour maîtriser les tensions, et dans chaque opus de la saga, on suit un membre des Panzers, qui sont les forces d'assaut de la POSEM. Alors dit comme ça, le postulat de base a l'air super intéressant, mais en ce qui concerne Jinro, les attentes envers le film étaient quasiment nulles. La production avait pris énormément de retard, s'étalant sur plus de 3 ans sans réelle promo préalable, et à l'arrivée, les producteurs doutaient sérieusement de l'intérêt de distribuer le film en salle. Tout ça sans compter la réputation d'auteur trop ésotérique qu'Oshii se traînait non sans une certaine fierté depuis une bonne décennie, et surtout le niveau incommensurable de battage de couilles qu'avaient reçu les 2 premiers films de la saga, qui je vous le rappelle étaient... des films d'espionnage. Bref, le film devra prouver sa viabilité en faisant le tour des festivals de cinéma du monde et rester 3 mois à l'affiche en France avant d'enfin décrocher une sortie dans son pays d'origine. Dans 50 salles. Étalé sur plus de 6 mois. Ce qui est tout de même hallucinant quand on voit l'équipe de fous qui a travaillé sur le projet. Ils avaient la crème des animateurs montants et reconnus de l'époque, à commencer par son réalisateur qui avait aussi été chara-designer sur Ghost in the Shell, Hiroyuki Okiura. Ouais, les foreuses, les ciseaux, tout ça on oublie, cette fois on veut du subtil, du sentimental, donc j'invoque la pièce philosophale.
Retard. Oh gueule. Le film commence donc. Une dizaine d'années après la grande défaite. Après une diapo de la joie satanique pour s'ouvrir sur un genre de mai 68 avant l'heure. On suit Nanao, alias le chaperon rouge qui travaille sous les ordres de la secte, un groupe terroriste qui alimente la manif en cocktail et en... Petit cadeau pour Mère Grand. Du coup la police a fait cool un cadeau et puis ça fait... Et c'est même pas une moquerie en fait. Alors oui, on est dans les années 90, donc une explosion c'est ça, un coup de poing c'est ça, et une mitrailleuse c'est... Ok, j'arrête la mauvaise foi, en vrai c'est un des premiers trucs que vous remarquerez, et je tiens à le dire ici vu que j'aurai pas le temps d'y revenir plus tard, le sound design du film est une tuerie. Sauf ça. Parce que là y a pas plus cliché. Donc notre poignée de résistants fait pas long feu, et pendant ce temps le chaperon rouge fait face à... On va dire un diplomate de l'UNICEF, hein, on sait jamais, qui essaie de la raisonner tant bien que mal, mais entre la situation gênante et les potes relous qui rappliquent, ça se passe pas tout à fait comme prévu. Je suis ton père. Oh la con. Et toute cette jolie animation crée une coupure de courant qui laisse le temps aux terroristes restés en haut d'échapper à la rafle de la police. Tu parles d'une soirée de merde. Le lendemain, on nous présente le héros, L'agent Fusée Kazuki. Fusée donc, un officier des Panzers qui a l'air ma foi très sérieux et qui se retrouve réprimandé comme bouc émissaire vis-à-vis de la police, des politiques et certainement de tout le reste de cet univers qui en a marre de la posème. Donc Fusée prend une suspension symbolique et un retour à la caserne d'entraînement. Il en profite pour contacter un vieil ami, Henmi, qui bosse au bureau de la posème pour retrouver l'adresse du chaperon rouge qu'il a laissé se faire sauter. De sa tombe. Et il fait une rencontre, ma foi, tout à fait fortuite. Bonjour, je suis Kay, la sœur de la défunte. J'ai peut-être tué votre sœur. Vous m'en direz tant? Il sympathise. Et elle lui offre le livre du petit chaperon rouge en allemand qu'elle raconte en voix off pendant un entraînement au combat. Je crois que c'est du cynisme. Espèce d'imbécile. Donc, après cette bonne humiliation des familles militaires, on trouve Henmi en train de discuter souvenirs avec l'entraîneur de Fusée, puis Fusée qui flirte avec Case, qui provoque chez lui une crise de PTSD prémonitoire très chelou et plutôt cauchemardesque avec qui leur sort visiblement tout chamboulé. Et tu m'étonnes, moi aussi ça me choquerait d'avoir un montage alterné. On a le temps de voir un autre passage symboliquement très sympathique mais pas super intéressant à raconter avant d'arriver à la scène de la réunion secrète où on réalise enfin que Henmi est un traître, que son boss aussi... je sais pas qui c'est, et que la rencontre entre Kay et Fusée n'est qu'un coup monté pour créer un scandale, démanteler les Panzers et fusionner la police avec la Posem. C'est d'ailleurs à ce moment qu'Henmi est averti d'une organisation de contre-espionnage au sein des Panzers, la Brigade des Loups. Ah, et sinon Kay, c'est pas la sœur de la fille du début, c'est juste une terroriste qui s'est fait coffrer et à partir de là, toute la machine d'espionnage se met en route. Fusée de son côté reçoit les infos, le bureau planifie le scandale qui déjoue à la Splinter Gear Solid 007, s'enfuit avec Kay, puis se permet une dernière balade en amoureux qui se solde par j'aurais pas dû faire ça, oui, non, on ira loin, oui, non, regarde comme t'as froid, oui, non, vous gênez pas. Alors, j'osais pas le dire jusque-là par peur de ruiner l'ambiance, mais avouez que le mec fait un peu bonnet quand même. Il décide donc de fuir par les égouts alors qu'ils sont poursuivis par Henmi, qui entre-temps a complété sa checklist du sbire qui va mal finir. Tout ce qui concerne la technique, il n'y a pas de doute, c'est vraiment le meilleur. Est-ce que je ne vous l'avais pas dit? Pour se diriger vers l'issue inévitable de ce jeu d'espion que j'ai pas envie de vous spoiler même si elle est évidente, donc je vous laisse le temps de passer la séquence si vous voulez la découvrir par vous-même. On se retrouve plus tard, promis. Wolf. Donc, dans les égouts, Fusée retrouve l'entraîneur et ses collègues qui le préparent au combat. Lui en profite pour révéler à Kay que Fusée a toujours fait partie de la Brigade des Loups, qui connaissait son identité et que donc il lui a jamais réellement fait confiance. Alors bon, vous imaginez qu'elle le prend pas trop bien vu qu'elle s'attendait à un truc plus romantique du genre... De mourir ensemble. Remarque quand on prend le début de la relation... C'est carrément cohérent. S'ensuit le combat avec l'équipe de Henmi, qui est plus une série de fusillades complètement pétée, et dont les seuls mérites sont petit 1 de ne pas tomber dans le syndrome du méchant James Bond inversé, et petit 2, cette tête. J'appelle ça l'œil de face. Après quoi Henmi se fait buter, littéralement dos au mur suite à une lente descente aux enfers, et une fois à la surface, Fusée reçoit l'ordre d'exécuter Kay, parce qu'un témoin dissuasif c'est bien, un témoin dissuasif mort c'est moins risqué, et ça prend moins de place dans le coffre. Je suppose. Enfin, j'ai jamais testé l'autre option donc. Ce qui donne une dernière scène dans laquelle Fusée extériorise enfin toutes ses émotions et retombe du côté bestial dans un dernier cri de désespoir. Et alors, le loup dévora le petit chaperon rouge. Tchan tchan. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sûrement la réaction que pas mal ont pu avoir concernant cette fin, en se disant qu'il manque carrément une conclusion et que le film nous lâche au beau milieu de nulle part, sans compter la facilité de faire une fin aussi nihiliste à un récit qui nous laisse pas vraiment nous attacher au personnage. Et je sais pas si c'est dû au côté hyper monocorde du film ou si c'est à cause du manque d'enjeux dramatiques tangibles, sérieux mec, un téléphone rose. Mais ça fait que pour certains, et ça a été le cas pour moi, la nature tragique du film saute pas vraiment à la figure, et c'est ce qui peut donner à la fin ce côté très expédié. Alors que le fait d'en être conscient change déjà pas mal de choses. En premier lieu, ça fait que beaucoup de points que j'ai tournés en ridicule tel un gros relou, comme le manque d'émotivité du héros ou les interactions maladroites entre les personnages, sont justifiés par le fait que de base ceci devait être interprété en connaissance de l'issue qui est d'ailleurs généreusement spoilé dans l'introduction et bien grassement préfiguré tout au long du film. Et le fait que dans cet imbroglio de complot, le libre arbitre des protagonistes est en fait quasi inexistant, tragédie oblige, rend certains moments d'autant plus douloureux du fait de leur force évocatrice. Je pense notamment à ce plan de Fusée qui tire sur un ami de longue date quand même, ou à la dernière scène de flirt entre Fusée et Kay quand on connaît les vraies intentions de chacun, entre l'espoir de mourir conjointement pour l'une et la tentative désespérée de survivre ensemble pour l'autre. Et tout ça, en plus de rendre le film très beau au-delà du simple plaisir des yeux, fait qu'en vrai mon alerte spoiler compte un peu pour du beurre, vu que le film est tout aussi intéressant maintenant que vous en connaissez les aboutissants. Pour vous servir.
Ah, je suis refait là. Bon, alors pour une fois, on va très vite expédier les défauts explicites parce que j'en trouve vraiment très peu. Premièrement, et ça c'est le plus flagrant, le film peut paraître lent. Très lent, et la redondance de certaines séquences peut vite lasser, d'autant plus si on se laisse duper par l'affiche et qu'on s'attend, comme ça a été le cas pour moi, à voir au premier plan les mastodontes et leurs gros pampans. Et c'est pareil pour toutes les attentes qu'on se ferait d'un long métrage d'action militaire. Les cadres sont froids et très souvent statiques, les plans longs, les couleurs désaturées, la bande son reste en grande partie sobre mais non moins belle et immersive, et le film troque les ressorts scénaristiques fatigués jusqu'à la fibre pour un acheminement plus subtil qui vient pas vous décoller le tympan à chaque retournement qu'on voit à l'écran, préférant reposer sur des éléments discrets et des liens logiques qu'on fait tout seul entre les scènes. Donc je peux comprendre que vous accrochez pas au film et son côté intrigue qui avance par paliers, et je peux pas vous en vouloir tant le ressenti peut être plat au niveau de la narration, avec en prime l'impression d'avoir vu qu'une parcelle d'un univers dont le background à lui seul pourrait faire l'objet d'une série télé. Voilà, ça c'est les seuls points vraiment discutables que j'ai à soulever, et là encore j'ai l'impression d'en papaouter des blagues chez mon voisin de palier vu qu'il se base surtout sur des attentes et pour beaucoup n'engage en rien la qualité du film si on le replace dans sa propre démarche. A commencer par la forme. Alors, c'est très beau, hein. Pertinent, ta gueule. Bon alors il faut savoir que le film a coûté dans les 30 millions de dollars, soit quasiment autant que Ghost in the Shell, et que les 3 ans de la production sont en grande partie dus à la volonté de se restreindre au maximum aux techniques d'animation sur celluloïd, en limitant l'usage de la 3D à la prémodélisation de certains plans. Évidemment, ça se sent énormément dans le rendu, avec un style et une animation réaliste comme on peut en voir rarement, et à la sortie du film, plusieurs critiques ont même dit avoir apprécié l'usage très fin de la rotoscopie, technique qui, expliquée en très gros, consiste à imprimer des images filmées en prise de vue réelle sur cellulo pour redessiner par-dessus à la main, et si vous voulez en savoir plus, c'est très bien expliqué ici, désolé, j'expédie un peu parce que, ils se sont trompés. Tous les mouvements que vous voyez et les effets visuels sortent directement du pinceau des artistes qui ont travaillé sur le film, à commencer par Okiura lui-même, qui aujourd'hui encore se la pète en chiant de l'animation photoréaliste. Il y avait mieux comme formulation, mais on a l'idée. Tout ça combiné au character design de Tetsuya Nishio, qui, pour le mindfuck, occupait le même poste sur Naruto. Non, montage, t'arrêtes de faire l'hipster. Ça, à la force d'envoyer le film faire un tour en hélico au-dessus de la vallée dérangeante. Ça, plus le fait que ce soit le dernier film d'animation sur celluloïd produit par IG et le dernier long métrage non issu d'une grande licence avant l'abolition du support, en fait un bijou d'autant plus appréciable. Gardez ça dans un coin de votre tête, on y revient plus tard. Le plus surprenant, c'est que malgré les moyens mis en œuvre, le film se montre vraiment très sobre au niveau de la mise en scène, réservant les rares effets de style pour les moments où on leur rentre dans l'esprit de pousser, et tout le reste, même les scènes extrêmement violentes, sont montrées avec une froideur très efficace et assez troublante. Et je peux difficilement critiquer le film là-dessus, vu que ça lui donne une ambiance très calme et mélancolique en dépit des thèmes évoqués, et que ce genre de choses joue beaucoup quand les thèmes en question, en plus d'être violent à l'extrême, on a une gamine qui se fait sauter dans le premier quart d'heure quand même, sont autant de pistes de danse plus savonneuses les unes que les autres et que beaucoup ont déjà marqué à coup d'occiput, à commencer par le manga dont est tiré le film. Après tout, si on change de point de vue, c'est quoi le plan des méchants? Unifier la police en supprimant la partie usine à bavure? Faire disparaître des troupes en manque de cibles à abattre et qui font le plus souvent dégénérer le conflit? Dissoudre une bande de brutasses basée aux portes de la capitale et dont les seuls exploits qu'on a vus sont une exécution sommaire et une procédure d'arrestation diplomatiquement proche d'une piñata? Évidemment le film justifie pas le complot, loin de là, mais le fait d'ouvrir sur une séquence à ce point sanglante et compromettante pour les Panzers a pour effet de directement adresser l'absurdité d'avoir des trucs pareils qui arpentent la ville, et ça contraste énormément avec le manga où le pseudo-coup d'état des Panzers était limite glorifié, témoignant d'un certain gain de maturité d'Oshii sur le sujet. J'en veux d'ailleurs pour preuve leur entrée en scène qui ressemble moins à une apparition héroïque qu'à une traque de film d'horreur, le labyrinthe de conduits sombres, les bruits de pas qui se rapprochent, le personnage jusque-là central qui passe du calme plat à la panique totale, manque plus qu'à égorger un violon et c'est plus la brigade des loups, c'est Massacre à la sulfateuse. Parce qu'au final, rien n'est là pour nous dicter le point de vue moral à adopter, et tout ce qu'on nous présente dans le scénario, c'est des parties qui cherchent une issue dans le conflit, un bien relatif qui demande de sacrifier l'autre et qui se traduit par l'échange à plusieurs reprises du statut de loup, ici représenté entre autres par le respo symbolique pour les nuls, je crois. Je crois que je devrais zoomer un peu plus. A noter également qu'en parallèle de la trame principale, Oshii tente clairement de développer tout un commentaire à travers son script. Il y évoque notamment une société cannibale et basée sur la lutte, le mensonge, le consumérisme, les inégalités, l'indifférence et l'oubli, tout ça à travers 2 séquences contemplatives. C'est un motif qu'on retrouve très souvent dans ses premiers films et qui présente comme le reflet de son propre vécu, et ce message, il arrive à le diluer en sous-texte pendant les phases silencieuses, ce qui non seulement rend plus digeste, mais en plus permet au film de dépasser le simple drame et de parler sans lourdeur de toute la bestialité de la société à travers cette organisation qu'est la Brigade des Loups. Et le truc qui est génial avec ce que je viens de dire, c'est que j'y crois que dalle! Attends, quoi? Bon, avant qu'on vienne me crucifier sur l'autel du Saint-Basset, je tiens juste à préciser qu'en soi, je crache pas sur le message ni ne doute que cela faisait partie des intentions de base. Je trouve même que sur le papier, l'idée est pertinente et qu'elle aurait carrément sa place dans la filmographie du Oshii de l'époque. Sauf que Jinro est un film d'Okiura, que je sens son manque profond d'implication en ce qui concerne le sujet, et ça se ressent d'autant plus quand on fait abstraction de tout ce qui est traduit au script. Il illustre le propos, montre des séquences pertinentes pour que la narration en voix off prenne sens, mais encore une fois, il donne jamais vraiment l'impression de traiter le sujet ou de prendre parti, et ça plus par choix que par défaut en vrai. Ce serait pour ça que dans cette scène, le seul personnage qui marque par sa double occurrence plein cadre et qui par conséquent devient notre référentiel, c'est pas eux, ni j'espère pas, mais lui. Okiura a même confié en interview que ce genre de sujet ne l'intéressait pas et qu'à ce titre il n'avait pas spécialement apprécié le manga d'origine si ce n'est pour les dessins. Et tout ça, mine de rien, explique en partie le ton et l'imagerie ultra neutre tout le long, étant donné qu'ils ont confié un film à forte portée politique à un animateur qui lui est apolitique au possible. Et certes, ça sonne comme un énorme gâchis dit comme ça, mais croyez-moi, à côté de ça, il y a aussi 2 effets qui se coulent assez sympas. D'une part, Okiura, en apprenant qu'il devait réaliser un long métrage alors que lui avait signé pour un OAV parmi 5 autres, refuse dans un premier temps avant de se laisser persuader quand on lui promet une totale liberté sur le film. Il en profite d'ailleurs pour demander à Oshii un script qui n'a rien à voir avec son manga, à
moitié dans l'espoir d'être viré du projet. Il l'obtient et à partir de là il fait le film comme bon lui semble, mais vraiment comme bon lui semble. Déjà ça se traduira par une avalanche dans le storyboard de tout un tas de plans, pas impressionnant pour un clou ni forcément bien composés, mais tous plus inutilement compliqués les uns que les autres. Même les phases silencieuses dont j'ai parlé tout à l'heure sont prétexte à défier les animateurs, et si je devais citer qu'un exemple, je pense que ce plan est assez emblématique de la démarche. Apparemment ça a été fait par Toshiyuki Inoue, que vous connaissez sûrement et c'est un putain de casse-tête, le mec devait rêver d'escalier en colimaçon à la fin. Le plan dure 3 secondes, n'a quasiment aucun intérêt narratif ni symbolique, ne contient aucun artifice de mise en scène et a 90% de chances de passer inaperçu, mais pourtant il ferait péter une durite même aux animateurs confirmés. Et ce genre de plan qui me fait me dire « Mec, je suis sûr qu'avec une caméra ça aurait été moins cher !» On en a tout le long et c'est d'autant plus impressionnant qu'encore une fois le film est fait à 100% sur celluloïd et c'est l'un des derniers représentants du support. Ce qui nous amène au deuxième point, c'est que quelque part le film agit comme un commentaire vis-à-vis de son propre statut. Bullshit. Je m'explique. A partir de 97 et jusqu'au début des années 2000, l'animation japonaise traverse une grande phase de transition. En gros, avec l'abandon progressif du cellulo pour la coloration par ordinateur, de nombreux animateurs qui étaient là depuis des années sinon des décennies doivent se reformer à ces nouvelles méthodes au risque de plus pouvoir exercer. Pas mal vont carrément chercher du boulot dans l'industrie du hentai, où le passage au numérique s'est fait plus tard, et d'autres comme Yasuo Miyometsu en profitent pour lancer des projets super cool comme Akai to Mezzo Forte, 2 OAV sortis dans cette période, et dont votre chromosome Y si vous en avez meurt sûrement d'envie d'en voir un extrait. Allez, ça reste entre nous. Franchement, du porno comme ça, j'en prends quand vous voulez. Donc, pour en revenir à nos louvetons, si on prend le personnage de Fusei comme l'image d'Okiura et le démantèlement des Panzers comme l'abolition du celluloïd, une méthode entre guillemets obsolète et trop encombrante, ça fait que le film présenterait Okiura en tant qu'animateur qui s'accroche à son métier et à ses méthodes. La seule chose dans laquelle il excelle, même si ça implique des choix qui paraîtraient absurdes pour n'importe qui avec un minimum d'esprit pratique. Et pour revenir une dernière fois sur Oshi, rien que le fait de savoir la place qu'il occuperait dans ce métafilm serait un sujet de discussion passionnant qui aurait de quoi changer le regard qu'on porte dessus. J'avoue que ça fait très branlette, mais j'aime beaucoup cette interprétation, même si en même temps, elle me déprime un peu. Parce que ça témoignerait clairement d'un défaitisme du film vu sa fin, et ça ferait qu'il se présente lui-même comme quelque chose de vain. Un acte symbolique certes, intelligemment bien construit et magnifiquement mis en forme, mais qui au final reste discret et vain. Juste un dernier coup d'éclat, pas spécialement palpitant ni spectaculaire, et qui peut-être ne valait même pas le coup pour ce qu'il a demandé. Attends 2 secondes, il est pas nul ton film. Parce qu'en plus de raconter une belle histoire, il arrive à devenir le témoin d'une période clé pour son support, en dépassant de loin le simple drame ou même la vitrine graphique pour aficionados qui se destinait à être. Bon après ça, Okiura continuera bien évidemment à exercer en tant qu'animateur, et sortira en 2011 son deuxième long métrage, La lettre à Momo, plus personnel et qui mettra 7 ans à réaliser, dont 4 ans pour l'animation. Et évidemment je vous le recommande beaucoup, c'est un bon petit film qui mange pas de pain et qui peut toucher une corde si vous êtes sensible aux histoires de famille, ce que je ne suis absolument pas. Cette phrase allait nulle part. Donc pour toutes ces raisons, je vous conseille très fortement Jinro. C'est un film très touchant, autant pour ce qu'il raconte que pour ce qu'il est, et qui fait fi de l'amour profond de ses créateurs pour le médium. Et au pire, si vous en avez rien à cramer de tout ce contexte, voyez ça comme une occasion de regarder de la putain d'animation sur celluloïd ultra perfectionnée, et vu que c'est ce qui fait en grande partie la substance du film, je ne peux que vous encourager à voir ça de vos propres yeux, sur un grand écran, enroulé confortablement dans une couette toute propre, une boisson chaude de votre choix à la main, et éventuellement accompagné d'un être cher pour lequel il serait indispensable de préparer une justification à cette incoercible érection. Putain, c'est beau! Voilà, c'était ma chronique sur Jinro, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura valu ne serait-ce qu'un peu toute l'attente, ce pourquoi je suis encore désolé. Comme d'habitude, tous les pouces et commentaires sont appréciés tant que c'est constructif, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager la chaîne autour de vous. Autre chose, et ça vous le savez sûrement si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais entre temps, j'ai rejoint l'équipage de l'Otaku, je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo histoire de vous expliquer de quoi il s'agit, ça arrive pour bientôt, sachez juste que ça influera pas sur mon contenu, et en attendant, vous pouvez aller voir les liens dans la description, ainsi que ces 2 chaînes qui méritent un bien plus grand public. Je compte sur vous. Bref, sur ce, je vous dis à bientôt, au moins avant le refroidissement de l'univers, et d'ici là, restez en forme, bye!